Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et en ce 8 mai, notre invité politique est Gwenolé Bourré. Il est militant La France Insoumise. Il est venu spécialement de Rennes pour être au micro de la matinale. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour Stéphane Hamon. Alors on va parler de politique et d'Europe, comme on le fait chaque jour au micro de Bretagne 5. Et on va parler des choses qui fâchent, si vous le permettez, Gwenolé Bourré, avec le blocage de Sciences Po et des universités et des voix qui s'élèvent contre la France Insoumise. On a entendu par exemple la voix de Marie Toussaint, tête de liste des écologistes, qui dénonce la brutalité des insoumis. Oui, alors déjà j'aimerais revenir sur effectivement les blocages à Sciences Po et dans les différentes universités. Je pense qu'il faut saluer le fait que les jeunes aujourd'hui s'emparent de cette question palestinienne, parce que pourquoi est-ce que les jeunes se mobilisent aujourd'hui dans les universités et à Sciences Po, comme vous l'avez dit, notamment en région parisienne. Je pense que les jeunes aujourd'hui, ils dénoncent un deux poids deux mesures. C'est-à-dire qu'effectivement, on a eu une invasion à un moment de l'Ukraine qui était scandaleuse par la Russie, et tout le monde, tout le corps médiatique, politique, même les universités, s'était levé contre ça et avait dit que ce n'était pas normal, et ça allait évidemment dans le bon sens. Et il y avait même des universités qui avaient voté des arrêts de participation d'accord avec la Russie dans des systèmes d'échange. Et aujourd'hui, vis-à-vis d'Israël, il n'y a rien. Pourtant, on en est aujourd'hui à plus de 30 000 morts dans la bande de Gaza et en Palestine. Pareil, Tsahal qui continue d'avancer, de faire des morts. On parle aujourd'hui, on parle de génocide. En tout cas, il y a un très fort risque génocidaire. La Cour internationale de justice parle de génocide. Et effectivement, les jeunes décident de se mobiliser, comme ça avait été fait notamment dans différents mouvements sociaux qui a pu arriver par le passé. Et je pense qu'il faut saluer aujourd'hui ce qui se passe dans les jeunes. Après, ce que dit Marie Toussaint sur la tête de liste écologiste, sur effectivement peut-être que la brutalité, c'est ça que vous me disiez, oui, des elle a dénoncé la brutalité des insoumis, voilà, c'est le terme employé. Oui, alors bon, c'est la brutalité des insoumis, je ne sais pas si on est brutaux, mais en tout cas, nous on essaie de faire entendre la brutalité que subissent aujourd'hui les Palestiniens. C'est ça avant tout qu'il faut aujourd'hui écouter, et je pense qu'au lieu de taper sur ses adversaires ou ses partenaires, ça dépend comment elles nous considèrent, de gauche, elle ferait mieux de au moins essayer de porter des voix de gauche, et notamment des voix pour la paix, parce que nous, ce qu'on rappelle, c'est avant tout, il faut le cessez-le-feu en Palestine et de la part d'Israël, parce que sinon les enfants vont continuer de mourir. On en est à plus de 15 000 enfants qui sont morts, 19 000 même depuis le début du conflit. Les enfants meurent finalement des deux côtés, du côté d'Israël et du côté de la Palestine. Il faut trouver une solution à deux États, c'est l'urgence aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que vous portez à la France Insoumise. Bah évidemment, il faut le respect des frontières qui ont été définies. Là, il y a un risque que Israël raye la bande de Gaza de la carte. C'est un petit peu le projet presque assumé de Benjamin Netanyahou. L'objectif d'Israël, c'est vraiment d'éradiquer cette population. C'est pour ça que nous parlons de vrai génocide, et qu'il y a la population qui est aujourd'hui dans la bande de Gaza est en réel danger aujourd'hui de mort. Elle ne peut pas sortir, elle est en famine, elle n'a plus de ressources. Donc qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Et évidemment, il faut que l'Occident et l'Europe surtout se mobilisent. Et c'est pour ça que c'est un enjeu pour ces élections européennes. Voilà, on a reproché à l'Europe de ne pas avoir assez appuyé d'un point de vue diplomatique des deux côtés du reste, même s'il y a des tractations. Et on a reproché justement à l'Europe de ne pas être à la hauteur. Oui, bah c'est clair, et surtout du président, enfin de la France. Pourquoi est-ce que Emmanuel Macron, il a mis beaucoup de temps à dire qu'il fallait un cessez-le-feu, à dire qu'il fallait que tout ce qui se passait dans la bande de Gaza s'arrête, mais maintenant il faut vraiment imposer des sanctions économiques à Israël. Il n'y a que ça qui marche aujourd'hui. Nous l'avons fait avec la Russie, et c'est une bonne chose, et c'est bien que nous l'ayons fait. Il faut le faire aussi avec Israël. Alors, il y a cette, on va dire, mobilisation, vous l'avez dit, des étudiants qui gagnent d'ailleurs les lycéens depuis quelques jours. Les lycéens qui veulent aussi apporter leur pierre à l'édifice quant à la défense de la Palestine. On a accusé la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon entre autres, on a entendu différents partis politiques, différentes formations, accuser la France Insoumise de récupération du conflit.
De récupération du conflit, enfin moi je sais pas si on récupère le conflit, mais en tout cas on essaie de porter la paix. Est-ce que c'est normal qu'il n'y ait aujourd'hui que la France insoumise qui porte à ce point les voix de la paix? Moi je le regrette justement. Je pense que toutes les forces politiques aujourd'hui devraient porter la voix de la paix, et je pense pas qu'il y ait de récupération politique. Alors moi par contre je salue effectivement, il y a énormément de lycées aujourd'hui qui sont mobilisés. La mobilisation s'étend et la jeunesse va continuer de faire entendre la voix de la paix, et c'est même regrettable qu'aujourd'hui il n'y ait que la jeunesse pour porter de la voix de la paix. Et je vois qu'il y a eu les mobilisations par exemple à Panthéon-Sorbonne ou à Sciences Po. À chaque fois, le gouvernement a envoyé les forces de l'ordre. Et la répression a été assez violente pour avoir été sur place, notamment à Panthéon-Sorbonne. Les étudiants qui s'étaient mis dans l'université pour occuper l'université se sont fait sortir des tentes assez violemment, traîner. Pareil, à Sciences Po Rennes, l'évacuation a été aussi ordonnée avec le préfet. Donc à chaque fois qu'il y a une résistance, en tout cas, ou une organisation de la jeunesse pour les voies de la paix, le gouvernement décide d'envoyer les forces policières. Est-ce que c'est le message à envoyer pour les partisans de la paix? Je suis pas sûr. Alors, il y a eu des incidents aussi entre étudiants pro-palestiniens. On va prendre le terme générique, vous me corrigerez si pro-paix, enfin, il n'y a pas de pro-palestinien, enfin, je veux dire, ou pro-israélien, c'est la question, elle n'est pas là. C'est la question, en tout cas, c'est que les morts s'arrêtent. Il y a eu des incidents entre étudiants, avec des étudiants juifs qui ont été un peu malmenés. Est-ce que vous condamnez ce genre d'incident? Non, il n'y a pas eu d'étudiants qui ont été expulsés en fonction de leur confession. Ici, c'est le cas, c'est absolument scandaleux. Non, s'il y a eu des altercations, c'était effectivement... moi, je sais qu'il y a eu des étudiants qui sont arrivés avec une intention de provoquer, notamment en défendant ce qui se passait en Israël. Mais en tout cas, évidemment qu'il ne faut jamais expulser des étudiants en fonction de leur confession. C'est absolument scandaleux, et ça ne s'est pas passé d'ailleurs. Voilà, on a eu des retours de quelques étudiants qui ont été molestés. Donc voilà, c'est pour ça que je me permettais de vous poser la question. En tout cas, à Rennes et à Paris, ça n'a pas été le cas. On va revenir aussi sur une autre controverse, celle qui concerne Rima Hassan, donc qui est également candidate sur la liste de Martine Aubry. De Manon Aubry. De Manon Aubry, évidemment. Aucun lien de parenté d'ailleurs, je tiens à le préciser. Voilà, pardon. Voilà, vous avez bien fait de me rectifier, on parle bien de Manon Aubry. Évidemment de Manon Aubry, liste LFI. Rima Hassan qui ne fait pas l'unanimité, on l'entend en tout cas, là aussi certaines formations politiques s'interrogent pourquoi elle a été inclue sur la liste. On lui reproche ses positions pro-palestiniennes entre autres. Rima Hassan est effectivement quelqu'un qui est très compétente dans son domaine qui est le droit international. Elle est juriste internationale, je le rappelle. C'est pour ça qu'elle a été notamment prise sur la liste de la France Insoumise, et notamment parce qu'elle est une des principales voix de la paix aujourd'hui en France. Rima Hassan est née dans un camp de réfugiés en Syrie. Elle est d'origine palestinienne, en tout cas sa famille est d'origine palestinienne. Et effectivement, elle incarne toute la problématique palestinienne aujourd'hui, et effectivement, elle se fait le porte-voix de cette population qui est aujourd'hui martyrisée dans la bande de Gaza. Alors, on va parler aussi d'un autre incident. Alors, on commence par les questions qui fâchent ce matin. Je vous l'avais dit, Gwenolé Boré, c'est cette attaque contre Raphaël Glucksmann qui devait défiler le 1er mai à Saint-Étienne et qui a été empêché de défiler, qui a pointé du doigt, là encore, LFI. Est-ce que, décidément, LFI est un petit peu le vilain petit canard ? Oui, alors déjà, premièrement, effectivement, Raphaël Glucksmann s'est rendu à une manifestation du 1er mai. Ce n'est pas la France Insoumise qui l'a éjecté de la manifestation, je tiens à le préciser. L'action a été revendiquée notamment par les jeunes communistes de Loire, si je dis pas de bêtises. Donc, pour le coup, il faudrait plutôt demander des comptes à Fabien Roussel sur cette question. Et par contre, le fait que Raphaël Glucksmann ensuite se serve de cet incident pour taper la France Insoumise en disant que la France Insoumise essaierait d'agiter, en tout cas la campagne, et de taper sur les gens à gauche. De créer du chaos. Oui, du créer du chaos. En tout cas, du chaos à gauche. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt lui, justement, qui se sert de cet incident pour taper sur le reste de la gauche, et notamment sur les insoumis. Franchement, on a le Rassemblement national qui a plus de 30%. Que Marie Toussaint dise qu'on est, je sais pas, des brutaux, que Raphaël Glucksmann dise aussi qu'on électrise la campagne. Franchement, on a autre chose à faire que se taper dessus entre nous. On ferait mieux de s'occuper, en tout cas, des problématiques des Français,
de porter la voix de la paix, en Europe, donc pour l'Ukraine aussi, et pour ce qui se passe en Palestine, et essayer de combattre l'extrême droite surtout. Alors on va en parler de l'extrême droite, juste un mot, il y aura un après-européenne. Est-ce qu'on peut imaginer que la gauche, dans son acception la plus large, pourra arriver à se reparler? En gros, est-ce que la France insoumise pourra reparler avec le PS? Mais déjà, moi j'aimerais préciser que ça ne vous a pas échappé, souvent nous commençons nos campagnes longtemps avant le scrutin. Aujourd'hui, on fait une campagne assez courte. Pourquoi est-ce qu'on fait une campagne courte? C'est tout simplement car nous avons essayé de créer les conditions du rassemblement de la gauche jusqu'au dernier moment. Maintenant, ça fait presque un an. En juin dernier, nous avions, avec les jeunes de la NUPES, donc les jeunes écologistes, les jeunes socialistes et les jeunes insoumis et les jeunes générations, porté une initiative pour que, en tout cas, une liste de la NUPES puisse se présenter aux élections européennes. Ça a été, en tout cas, la France insoumise a répondu favorablement. La France insoumise a toujours été d'ailleurs moteur pour porter une liste d'union que nous avions proposé d'ailleurs aux écologistes de prendre la tête de liste aux élections européennes. Les écologistes ont dit non, nous partirons tout seuls, quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, on voit qu'ils sont derrière la France insoumise et les socialistes dans les sondages, donc même peut-être finir sous les 5%. Ils vont peut-être le regretter d'ailleurs de ne pas avoir pris cette tête de liste. Les socialistes ont aussi refusé cette main tendue. Les communistes, n'en parlons pas. Aujourd'hui, ce qui crée les conditions du rassemblement, c'est la France insoumise. Et d'ailleurs, ça ne vous a pas échappé, nous n'avons pas une liste France insoumise. Nous avons créé une liste d'union populaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons sur notre liste, vous l'avez dit, Rima Hassan, qui ne vient pas à la base de la France insoumise et qui est juriste international. Mais nous avons aussi Arash Saidi, qui est ancien porte-parole de Génération. Nous avions Damien Carême aussi, qui était qui est aujourd'hui eurodéputé Europe Écologie Les Verts. On a aussi Camille Hachez, qui est 19e sur notre liste, qui est ancienne responsable des jeunes écologistes. On a essayé de créer la liste la plus plurielle possible et de rassemblement. Alors on s'est dit, comme on ne peut pas faire le rassemblement avec les appareils, faisons-le directement avec des gens, avec la base. Et en tout cas, c'est notre objectif avec l'Union populaire. Ensuite, pour l'union de la gauche, évidemment que nous souhaitons une union pour les prochaines élections. Et en tout cas, nous souhaitons toujours une union, mais sur un programme radical. Pas sur le programme de M. Glucksmann, pas sur le programme de Mme Toussaint. C'est sur un programme que nous avons défini en 2022 sur le programme de la NUPES. C'est un programme qui est en rupture avec ce que fait Emmanuel Macron et le bilan aussi de François Hollande. Et du coup, nous voulons une union, mais pas à n'importe quel prix. Voilà, donc on verra, le temps nous dira si cette union peut se faire. La campagne électorale a démarré depuis quelque temps déjà. On a une campagne qui se déroule dans un climat très particulier avec, et vous l'avez signalé tout à l'heure, Gwenolé Bourré, on allait presque dire ces scores anticipés du Rassemblement national. Alors, on parle de sondage évidemment, un sondage qui donne aujourd'hui le Rassemblement national à 32%. J'imagine que ça interroge au niveau de la France insoumise, ça interroge aussi au niveau de la gauche plus largement. Qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là finalement ? Déjà, ce qui s'est passé, c'est qu'on a échoué à réunir la gauche, comme je vous l'ai dit. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, si la gauche était unie, les sondages le montrent, en tout cas, on ferait jeu égal avec le Rassemblement national. Donc, je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y a une vague... Enfin, il y a une vague RN, ça c'est clair. Mais en tout cas, je ne pense pas que c'est sans solution. La gauche, elle pèse aussi quand même aujourd'hui, et si nous étions unis aujourd'hui, nous pourrions faire jeu égal avec le Rassemblement national. Donc tout n'est pas perdu. Ensuite, j'aimerais revenir sur ce que fait le Rassemblement national au Parlement européen, parce que le Rassemblement national, Jordan Bardella, à part faire des TikTok où il va boire des coupes de champagne, il ne parle pas beaucoup d'idées et notamment de son bilan au Parlement européen. Le bilan au Parlement européen de M. Bardella, c'est simple, c'est 21 amendements sur 5 ans. 21 amendements sur 5 ans, ce n'est rien. À titre de comparaison, notre tête de liste Manon Aubry, qui est la tête de liste qui a déposé le plus d'amendements au Parlement européen, elle en est à 3500. Donc en fait, à un moment, Monsieur Bardella, il peut se présenter autant qu'il veut et parler autant qu'il veut. Si c'est pas pour siéger finalement au Parlement européen, c'est un petit peu mentir aux Français quand même. Et ensuite, le RN, c'est vote au Parlement européen, parce qu'ils se disent, le RN, on est le parti des classes populaires, tout ça. Que fait le RN au Parlement européen ? Il vote contre le SMIC en Europe, donc contre le fait d'avoir un salaire minimum européen. Donc, et tout ce que ça implique, c'est-à-dire que ça fait notamment du dumping social et de la compétitivité, notamment assez déloyale vis-à-vis de la France et d'autres pays qui ont des salaires minimums. Il vote contre la rémunération des stagiaires. Donc, je ne sais pas s'il y a des stagiaires qui nous écoutent sur cette antenne, mais notamment une rémunération pour les stagiaires a été votée en France et
Et d'ailleurs, on est en train de se battre au niveau de la France Insoumise pour que les stagiaires puissent être payés à temps, mais le RN est contre cela. Donc pareil, et souvent les stagiaires les lycéens qui sont en stage aujourd'hui, ils sont souvent aussi issus des classes populaires. Donc le RN est quand même pas très ami des classes populaires sur ce côté-là. Ils votent contre la revalorisation des soignants, contre le soutien aux ménages dans le cadre de la transition écologique et contre la protection des travailleurs précaires. Donc qu'est-ce que dit ce bilan du Rassemblement national? Et je ne parle même pas de ce que votent les amis de M. Bardella d'ailleurs dans son groupe. Ils votent contre les droits des femmes. Dans leur pays, en Pologne, ils encadrent l'IVG, mais de manière très restrictive. À Malte, il est carrément interdit. Donc il y a vraiment tous les amis de M. Bardella sont vraiment des ennemis des classes populaires aujourd'hui. Et ça, il faut que nos auditeurs ils le comprennent. C'est qu'aujourd'hui, Jordan Bardella et le Rassemblement national, ok d'accord c'est des TikTok, ok d'accord c'est de la bonne communication, mais ce qu'ils proposent, c'est pas être l'ami des classes les plus populaires. Est-ce que finalement, de votre point de vue, pour le Rassemblement national, ces élections européennes, c'est un peu les primaires pour la présidence de la République? Non, ça n'a pas trop de sens dans le sens où la participation au présidentiel est bien plus importante. Nous, on sait que par exemple l'électorat de gauche au présidentiel, qui incarnait majoritairement, en tout cas dans le vote de Jean-Luc Mélenchon en 2022, est incarné par les classes populaires, en tout cas des quartiers populaires et les jeunes. On sait que c'est ces deux catégories sociales qui ont le plus de mal à se déplacer pour aller voter. Et c'est notamment sans doute ces deux-là qui auront le plus de mal à se déplacer pour les élections européennes. On voit d'ailleurs dans les sondages d'intention de vote que le taux de participation en fonction de la sympathie des électeurs, c'est nous qui avons le taux de participation le plus faible. Donc en fait, on voit que c'est pas forcément représentatif les résultats qu'on va avoir des élections là de la réalité, en tout cas de la gauche et de la France aujourd'hui. Mais en tout cas, nous on va tout faire effectivement pour faire le meilleur score possible. On va pas dire le soir du premier tour non mais tout ça est caduc. Non, on va tout faire, on va se battre et on dit aux gens d'ailleurs d'aller voter France Insoumise pour en tout cas porter une voix de rupture et une voix qui est la voix de la paix en Europe. Mais en tout cas, ce sera pas quelque chose qui déterminera qui sera candidat en 2027. Avec justement des jeunes qui, paradoxalement, sont très politisés, on en parlait en commençant cet entretien, mais qui ne se déplacent pas aux urnes, qui ont l'impression, par exemple, que la chose européenne est très loin d'eux. En tout cas, ça les concerne pas. Alors vous qui faites partie de la jeune génération, des jeunes engagés en politique, et plus encore, qu'est-ce que vous auriez à leur dire à ces jeunes ? De se déplacer déjà parce qu'en fait l'Europe elle nous touche directement, mais moi je comprends déjà le désintérêt général des jeunes vis-à-vis de la politique. Je pense pas que les jeunes sont dépolitisés. Les jeunes, ils se sont jamais autant engagés sur les réseaux sociaux, ils sont jamais autant parlé de politique, on les voit, ils se politisent d'une autre manière. Peut-être que c'est pas dans les appareils politiques, peut-être que c'est pas non plus dans les urnes. C'est plus cash en tout cas. C'est plus cash, et puis je pense qu'il y a un taux d'engagement aussi, en tout cas sur les réseaux sociaux, c'est ce qui se ressent, qui est, je pense, plus fort qu'avant, et en tout cas un taux d'information qui est plus fort qu'avant. Maintenant, je pense que la question, elle est plutôt de à quoi servent des élections européennes. Et la question est légitime, puisqu'en fait, moi je pense que le problème est avant tout dans l'institution. On a une institution qui est complètement déconnectée des problématiques des Français. On a notamment toute la question autour de la monnaie européenne qui est du référendum de 2005 qui avait été désapprouvé par les Français, mais que finalement on a quand même dit on va faire. Donc tout ça, ça crée aussi de la méfiance et ça rompt la confiance des Français vis-à-vis des institutions. Donc à mon avis, le problème il est là. Maintenant, pour le vote des jeunes, on leur dit déplacez-vous. Si vous êtes concernés, si vous trouvez que c'est scandaleux ce qui se passe aujourd'hui en Palestine, déplacez-vous pour voter pour la France Insoumise. Si vous trouvez que c'est scandaleux les super profits qu'on fait, on va peut-être en parler, les ultra riches ces dernières années, déplacez-vous aux urnes pour voter France Insoumise. Si vous trouvez que la précarité étudiante qui explose, c'est scandaleux aussi, déplacez-vous pour voter France Insoumise, parce que nous on propose aussi de mettre en place une allocation d'autonomie au niveau européen, en tout cas que ce soit décidé au niveau européen. On se battra toujours pour cette allocation d'autonomie, mais le vote pour les élections européennes, il est très important. Il faut que les jeunes le comprennent, et que c'est pas inutile d'aller voter pour les élections européennes, très loin de là.
Alors justement, on va parler de quelques sujets, on ne pourra pas tous les balayer, mais vous avez lancé ce sujet autour des super profits. Aujourd'hui, on a des entreprises importantes, entreprises françaises, qui font évidemment des profits importants là aussi. Est-ce que il faut leur demander à ces sociétés, à ces grandes entreprises, de participer à l'effort national à un moment, et plus largement à l'effort européen, à un moment où les finances sont contraintes? Déjà, j'aimerais rappeler que ces 3 dernières années, la fortune des milliardaires français donc, sur notre territoire a augmenté de 230 milliards d'euros. C'est l'équivalent de 10,8 millions de SMIC en France. Donc, et dans le même temps, on a 500 000 pauvres en plus sur notre territoire national. La précarité a augmenté. La précarité augmente et les riches n'ont jamais été aussi riches. Donc en fait, il y a un moment, Monsieur Macron, il peut dire que le ruissellement, il peut exister autant qu'il veut. Il n'existe pas. Parce qu'en fait, on a une augmentation drastique des riches et de l'accumulation de leur richesse et une augmentation des pauvres. Donc ce qu'il faut, c'est... une classe moyenne, on pourrait dire, qui a tendance à disparaître ou à s'appauvrir. Qui se précarise et qui se paupérise, bien sûr. Et d'ailleurs, est-ce que les classes moyennes existent encore aujourd'hui? C'est une question. Enfin, on est arrivé à un tel niveau de paupérisation que oui, la question peut se poser. Donc nous, ce qu'on propose, c'est taxer les super profits des multinationales et tous les produits de luxe, les yachts, tout ce que peuvent générer les riches, en fait, et qui sont détaxés aujourd'hui, notamment à cause des gouvernements successifs. On propose de le taxer parce qu'en fait, c'est pas normal aujourd'hui qu'on ait une telle masse d'argent qui soit entre les mains de quelques-uns et que l'État et les citoyens galèrent autant. Il faut une forme de retour de l'ISF. Bien sûr, mais même pas que de l'ISF. Il faut un impôt progressif nous on propose par exemple qu'il n'y ait pas un écart de 1 à 10 entre le salaire le plus petit et le salaire le plus grand. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont hyper importantes. Donc, nous on propose effectivement de taxer les riches et vraiment que c'est l'argent, elle est là et il faut aller le chercher. Voilà, qu'elle puisse circuler finalement et faire tourner l'économie. On parle aussi de la réindustrialisation lors du discours de la Sorbonne d'Emmanuel Macron. Ça a été un de ses thèmes aussi, la réindustrialisation. Et puis l'énergie, on a aussi beaucoup entendu parler de l'énergie avec une Europe forte. Il a été question d'une Europe forte. Est-ce que la réindustrialisation aujourd'hui, elle se fera au niveau de la France ou plus largement au niveau de l'Europe? Alors déjà, j'aimerais revenir sur le discours d'Emmanuel Macron à la Sorbonne, parce que vous touchez un point intéressant. C'est vrai que Monsieur Macron s'est dit, pourquoi pas faire un meeting payé avec l'argent du contribuable à la Sorbonne. Heureusement, la France Insoumise a signalé cela et en tout cas, l'Arcom a décidé de décompter son temps de parole dans le cadre des élections européennes. Donc ça prouve bien que c'était quand même un petit peu un discours pour l'Europe, en plus que c'était intitulé à mon avis. Oui. Ça prouve bien que ce discours était partisan, discours de campagne. C'était un discours de campagne dans une université payée avec l'argent du contribuable. Donc je pense qu'il y aura des questions à se poser sur comment ont été financés, est-ce que c'est ce meeting, et est-ce que ce sera décompté des comptes de campagne. Et sur la suite de votre question, j'avais plus... Voilà, alors c'était la réindustrialisation et puis l'énergie autour d'une Europe forte finalement. Oui, nous en tout cas on est pour en tout cas la réindustrialisation et l'énergie. On pense qu'il faut effectivement tous les accords de libre-échange qui ont eu lieu, c'est un gros problème. Je vais vous retrouver les chiffres, mais le groupe de la France Insoumise, dans le groupe au Parlement européen, qui est le groupe de la gauche unitaire européenne, c'est le seul groupe qui a voté systématiquement contre les accords de libre-échange. Par exemple, je vais vous prendre le dernier vote sur les accords de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Donc nous avons voté aucun député européen de ce groupe n'a voté pour cet accord. Les écolos, c'est 77% des députés. Les socialistes, c'est 94% des députés. Le groupe d'Emmanuel Macron, c'est 98% des députés européens. Le groupe de LR, c'est 94% aussi des députés européens. Et le groupe de M. Bardella, c'est 60% des députés de son groupe qui ont voté pour cet accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Donc alors, M. Bardella,
qui se dit le partisan de la réindustrialisation, du faire en France et tout, de fermer les frontières pour protéger notre industrie, on voit bien que ces votes au Parlement européen et notamment les votes de ses amis vont pas vraiment dans ce sens. En tout cas, nous, on est contre les accords de libre-échange et on votera toujours contre ces accords de libre-échange. Avec ces accords aussi qui ont un impact sur l'agriculture. On a vu les agriculteurs très en colère, ils le sont toujours. On les entend peut-être un peu moins au niveau des médias, mais ils sont toujours en colère. C'est clair. Aujourd'hui, il y a urgence aussi à protéger notre agriculture. Ce que veulent les agriculteurs, c'est vivre de leur travail. Aujourd'hui, on a vu, il y a eu un mouvement qui a été énorme des agriculteurs, et heureusement, on les a écoutés, et heureusement, le gouvernement a quand même prêté un petit peu l'oreille. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est proposer un prix plancher. Nous, c'est ce qu'on propose, c'est que les produits des agriculteurs, il faut qu'ils soient encadrés pour que en fait les producteurs, les distributeurs n'achètent pas ces produits à des prix aujourd'hui qui sont dérisoires. À un moment, on était à 30 centimes le litre de lait, il me semble, enfin des choses comme ça. Donc c'était scandaleux. Et effectivement, nous, ce qu'on propose, c'est mettre un prix plancher, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas descendre en dessous de ce prix, qui puisse être fixé par l'État. Mais c'était déjà le cas un petit peu avant, il y a quelques années, c'était quelque chose qui existait. Et en tout cas, ça permettrait aux agriculteurs de pouvoir vivre, parce que c'est aujourd'hui ce que veulent les agriculteurs. Et on a le problème de la pêche aussi. Souvent, on le rapproche du problème de l'agriculture avec les petites pêches artisanales qui ont du mal. Et la Bretagne est concernée par ce problème. Est-ce que si on ne fait rien là aussi au niveau européen, on risque de voir disparaître notre pêche artisanale au profit de pêche industrielle? Mais c'est clair qu'en fait, il faut protéger notre pêche artisanale, notamment en Bretagne. On est très concerné par ce sujet. Quand on voit les gros chalutiers qui peuvent arriver d'autres pays, qui vont complètement racler le fond des mers et qui vont prendre tout le reste des poissons pour nos pêcheurs, franchement, ça met effectivement en danger notre filière pêche. Et ça a un impact sur l'écologie et la biodiversité. Et ça a un impact environnemental qui est absolument désastreux. Mais moi, je vois qu'il y a des initiatives, notamment du côté du Finistère, du côté du Morbihan, où en fait, on a des ligneurs aussi qui continuent de pêcher comme à l'époque, à la ligne. Et on a vraiment, du coup, ces méthodes de pêche qu'il faut encadrer et qu'il faut protéger. Alors là aussi, l'Europe des territoires, on balaie de grands sujets ce matin. L'Europe des territoires, il y a un grand débat, Europe fédérale ou Europe des nations, vous allez pouvoir nous éclairer. Et on a aussi, on en parlait en début de semaine avec notre invité Paul Molac, cette régionalisation, on pourrait dire, de l'Europe. Est-ce que c'est une bonne chose finalement de régionaliser l'Europe, d'avoir une autonomie pour les territoires? Ou est-ce qu'il faut rester à l'aune de l'Europe des nations? Alors, je pense qu'on n'en est pas là. Je pense que déjà que la France puisse se réindustrialiser, puisse en tout cas produire en France, puisse... Je vois ce que veut dire Paul Molac, mais la question de la régionalisation, c'est une question qui est notamment très conflictuelle en Bretagne, en tout cas qui pose beaucoup de questions. Et moi, je pense que, en tout cas, donner plus d'autonomie à des régions, ça peut être intéressant dans certains cas, mais pour avoir des lois qui puissent être suivies et harmonisées au niveau national, c'est important quand même qu'on soit cohérent au niveau national. Voilà, faut pas aller jusqu'au fédéralisme finalement. Non, je pense pas. Et d'ailleurs, je pense que la question de la culture est importante, mais pour moi, la culture n'implique pas forcément de traduction institutionnelle. Je pense qu'il faut séparer les deux. La protection de la culture bretonne est très importante et c'est quelque chose qu'il faut faire. Par contre, la traduction dans une institution, enfin de manière institutionnelle, c'est-à-dire d'avoir une Bretagne qui soit plus indépendante parce qu'elle a une culture particulière vis-à-vis de la France, attention à ne pas en arriver là non plus. On va terminer sur un dernier sujet. Alors, beaucoup plus problématique, c'est l'immigration. C'est un des sujets de campagne. On l'entend en tout cas beaucoup dans cette campagne électorale. Aujourd'hui, l'immigration est un problème en ce sens où on accueille mal les réfugiés, on ne peut pas les répartir correctement en Europe. Est-ce qu'il faudra une grande loi, autre chose finalement que le pacte asile-immigration? Mais je l'ai dit la dernière fois sur votre antenne, mais les Français, vis-à-vis de l'immigration, ils sont pas contre accueillir des migrants, ils sont contre le bordel. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les migrants qui sont accueillis sur notre territoire,
ils ne sont, en fait, on les accueille sur le territoire et en fait, on ne leur laisse aucune possibilité de s'insérer, de trouver un emploi, de trouver un logement. Et du coup, effectivement, les Français, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient en fait un bazar en France. Ce qu'il faut, c'est corriger ce bazar. Pourquoi? Comment est-ce qu'on fait? On accueille, on organise un accueil, on fait en sorte que notre pays puisse accueillir dans les meilleures conditions possibles les migrants. Et puis alors là, on va pas rejeter les migrants à la mer non plus. En fait, il y a un moment, il y a des gens qui quittent leur pays. C'est parce que justement il y a des guerres dans ces pays-là, parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'en fait on va avoir de plus en plus de migrants avec le réchauffement climatique. Il faut avoir conscience de cela. Donc ce qu'il faut, plutôt que comme Monsieur Bardella ou comme le Rassemblement national ou même comme Monsieur Macron dire non, on va fermer nos frontières, on va éviter d'avoir trop de monde. Non, il faut organiser un accueil digne et humain. Et c'est là-dessus que l'on va terminer avec vous, Gwenolé Bourré. Je dis avec vous parce que ce matin, je vous ai senti très véhément. Gwenolé Bourré, militant La France Insoumise, était avec nous pour parler d'Europe et de politique. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous. Bretagne 5, le 7-9, Stéphane Hamon.